Bonjour. Eh bien, Françoise vous a déjà raconté beaucoup de choses qui vont m'être très très utiles, donc je vais pouvoir passer un peu plus rapidement sur un certain nombre de notions. Je vais vous présenter plusieurs choses qui ont été faites dans notre groupe ces dernières années, donc qu'évidemment je ne pourrais pas présenter s'il n'y avait pas toutes ces personnes-là. Donc il y a à la fois des stagiaires de M1, des stagiaires de M2, des doctorants passés, présents et non, je ne dirais pas à venir parce que cela, et puis mes deux collaborateurs préférés, Isabelle Marquez et Christophe Adami. Et donc voilà, on a travaillé, pas toujours tous ensemble, mais sur tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc vous avez déjà entendu un peu parler de la formation des grandes structures dans l'univers. Vous avez ici le résultat d'une simulation numérique de la simulation Millennium à 4 époques. Donc vous avez le redshift Z ici. Je vais beaucoup parler en redshift ce soir. J'espère que ça ne vous choquera pas trop. Je ne ferai pas toujours le lien avec le temps après le Big Bang. Donc à un redshift de 18,3, on est à peu près à un temps après le Big Bang de 0,21 gigayears, c'est-à-dire milliards d'années. Et puis vous voyez qu'au fur et à mesure que le temps s'écoule, jusqu'à z égale 0, c'est-à-dire aujourd'hui, vous avez création de filaments, donc les galaxies, la matière, ici ce sont des simulations de matière noire, mais la matière se distribue suivant des filaments, et à l'intersection des filaments se trouvent les amas. Donc une partie de notre travail va être aussi d'essayer de tracer ces filaments et donc de détecter les galaxies dans les filaments. Alors là, je passe vite puisque vous savez déjà tout. Les amas donc comprennent à la fois des galaxies, du gaz très chaud et de la matière noire. On a parlé de George Abel tout à l'heure. Je voudrais aussi parler de Zwicky quand même, qui était un grand astronome du XXe siècle, qui le premier a fait l'hypothèse de l'existence de matière noire, et en particulier justement en appliquant le théorème du viriel aux amas, c'est-à-dire en considérant la dispersion de vitesse des galaxies dans les amas, et en montrant que cette dispersion de vitesse était beaucoup trop grande par rapport à la masse qu'on voyait, c'est-à-dire essentiellement la masse sous forme de galaxies, puisque en 1933, on était encore très loin de détecter le gaz X qu'il y a dans les amas. Et donc, il a dit qu'il y avait de la matière qu'on ne voyait pas, et il a appelé ça matière sombre. Donc, matière noire, c'est la même chose. Donc, c'est le premier qui a fait cette hypothèse. Et ensuite, voilà, on parle beaucoup maintenant de matière noire. Donc coma, on en a déjà aussi beaucoup parlé. Quand je dis on, c'est Françoise. En particulier, c'est un amas très dense avec deux galaxies géantes. Si vous comparez maintenant une image composite de plusieurs poses du satellite XMM, XMM a un champ d'environ 30 minutes de diamètre. Donc ici, il y a plusieurs champs XMM qui ont été juxtaposés. Eh bien, vous voyez que cette image-là qui vous montre, disons, le cœur de coma est ici, et que l'émission X se produit à très grande échelle. Et puis ici, vous avez un petit groupe, en fait. Il y a eu des controverses pour savoir si ce petit groupe avait déjà traversé coma en venant de là et puis en traversant coma comme ça, et puis s'il est en train de s'éloigner. Ou si au contraire, il y avait eu un article là-dessus dans les années 1990, je crois, The Coma Cluster After Lunch. Mais en fait, non, il semble que Coma n'a pas encore avalé le petit groupe qui s'appelle NGC 4839 du nom de sa plus grosse galaxie, mais qu'en fait, ce groupe est au contraire en train de tomber sur Coma. Et puis si on regarde maintenant la région des deux galaxies brillantes avec le satellite Chandra, donc toujours en rayons X, eh bien on voit deux sources très lumineuses qui correspondent à ces deux galaxies très brillantes, qui sont deux galaxies elliptiques qui émettent des rayons X, plus toute cette lumière diffuse. Donc finalement, pour observer les amas, on a toute une gamme de longueurs d'onde, le visible et l'infrarouge proche, qu'on va observer au sol ou dans l'espace. En lumière visible, on n'est pas obligé d'observer depuis l'espace, mais évidemment, on arrive à avoir une bien meilleure résolution spatiale, donc c'est intéressant.
On va pouvoir aussi observer les amas en radio, et puis on va les observer en rayons X ou en ultraviolet, et cette fois-ci ce sera forcément dans l'espace, donc par satellite, puisque l'atmosphère terrestre ne laisse pas passer ces longueurs d'onde-là. Alors c'est important d'avoir un très grand nombre d'amas, il y en a de plus en plus qui sont connus. Moi je vais vous parler de relevés d'amas, disons, où il y a quelques dizaines, voire jusqu'à 1 millier d'amas détectés. Dans l'avenir, il va y en avoir 100 000 qui vont être détectés par le satellite Euclide dans quelques années. Donc il est clair que dès maintenant, on est obligé de mettre au point des méthodes automatiques parce qu'on ne va pas pouvoir les regarder un par un. Donc moi, je vais vous parler plus particulièrement d'études qui ont été faites à partir du relevé CFHTLS, donc c'est Canada France Hawaii Telescope Legacy Survey, qui est un relevé qui a été fait entre, disons, 2000 et la fin des années 2008-2009. La région qui s'appelle Stripe 82 du SDSS. Le SDSS, c'est le Sloan Digital Sky Survey. C'est un grand relevé qui va couvrir à terme pratiquement tout l'hémisphère nord et avec de l'imagerie dans 5 bandes photométriques et aussi de la spectroscopie pas très profonde, c'est-à-dire qu'on n'observe pas des galaxies très lointaines, mais c'est un relevé qui met à disposition les données. Chaque année, il y a de nouvelles données et on peut en faire ce qu'on veut, ce qui est extrêmement précieux parce qu'en fait, il y a énormément de projets qui ont utilisé les données du SDSS pour toutes sortes de projets scientifiques très différents. Ensuite, il y a le relevé d'Aftfada sur lequel j'ai particulièrement travaillé, qui a été initié vers 2010 par Christophe Adami, Mel Ulmer, Doug Clowie. Et puis, enfin, le relevé CLASH, qui est un relevé auquel je n'ai pas participé directement, mais qui, là aussi, a mis ces données à disposition, et donc avec d'excellentes images, et aussi des données spectroscopiques. Donc, je vais vous parler de plusieurs choses. Je dirais le temps n'est pas égal entre les différentes parties. Je vais surtout vous parler des galaxies dans les amas. Je vais vous parler des fusions d'amas et de leur influence sur les galaxies, et puis un petit peu quand même sur le gaz émetteur X, mais en essayant de ne pas trop mordre sur ce que Monique Arnaud va vous présenter très bientôt. Je ne sais pas si c'est la semaine prochaine, oui, je crois. Et puis ensuite, je vais vous parler des amas donc, dans la toile cosmique, puisqu'on a vu qu'ils étaient à l'intersection des filaments. Nous avons essayé de détecter des filaments autour des amas, et puis ensuite d'analyser, ça c'est encore en cours, la distribution et l'orientation des galaxies le long des filaments. Alors, dans les amas, il en a déjà été question aussi tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle la ségrégation morphologique, c'est-à-dire que suivant la morphologie des galaxies, elles ne sont pas distribuées de la même manière. C'est Dressler, le premier en 1980, qui a montré ça. Il a montré, donc ici, vous avez la fraction de galaxies de différents types. Vous avez ici les elliptiques, en fonction du rayon, donc de la distance au centre de l'amas. C'est en échelle logarithmique. Vous voyez que les elliptiques sont très abondantes au centre des amas et leur fraction diminue au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre de l'amas, alors que pour les spirales, c'est l'inverse. Et puis pour les lenticulaires ou S0, vous avez quelque chose d'intermédiaire entre les deux, mais plus proche quand même des spirales. Je vous rappelle le petit schéma de distribution de la morphologie des galaxies, donc les galaxies elliptiques, les galaxies spirales, les galaxies spirales barrées, et puis les lenticulaires qui sont ici à l'intersection des bras du diapason. Et donc, ceci, nous l'avons retrouvé dans plusieurs relevés, y compris ici dans le relevé de la zone justement des amas de la zone de Stripe 82 que nous avons détecté par notre algorithme de détection d'amas qui s'appelle AMAC-Phi et qui a montré, ici vous avez la distribution des galaxies elliptiques donc en rouge en fonction de la distance au centre de l'amas et la distribution des galaxies spirales, mais cette fois-ci en sommant des centaines de galaxies d'amas et des centaines d'amas. Donc, vous avez, on
on observe encore cette ségrégation morphologique quand on observe un très grand nombre d'amas. C'est une technique qu'on appelle le stacking en anglais, c'est-à-dire qu'on va prendre parfois le signal n'est pas suffisant si on prend un seul amas, que ce soit pour observer la ségrégation morphologique ou pour observer plus tard, je vais en parler pour les fonctions de luminosité, mais on va prendre un certain nombre d'amas et on va les mettre ensemble pour augmenter le rapport signal sur bruit et avoir davantage d'informations. Alors, l'interprétation, il en a déjà été question, c'est-à-dire qu'en fait, les galaxies elliptiques se forment par fusion de galaxies, et donc les elliptiques sont plus fréquentes au centre des amas, et puis dans les zones périphériques, par contre, vous avez davantage de spirales, parce que les galaxies de champ sont davantage des spirales, ça s'est observé, et comme elles tombent dans les filaments, dans les amas, suivant les filaments, eh bien, ce sont majoritairement des spirales qui vont tomber sur l'amas et donc elles vont être plus abondantes dans les régions extérieures des amas que dans les régions centrales. Alors, dans les galaxies d'amas, la formation d'étoiles peut subir une augmentation ou une diminution, parce qu'il peut y avoir plusieurs phénomènes parfois antagonistes. D'une part, on a pu montrer, c'est pas moi, c'est Becky en particulier, a montré que le gaz des galaxies, lorsqu'il y a justement fusion d'amas, peut être comprimé, et à ce moment-là, le gaz qui appartient aux galaxies va former davantage d'étoiles. Donc, dans certains cas, il peut y avoir plus de formation d'étoiles et ça peut se produire en particulier dans les régions extérieures des amas où il y a des galaxies spirales qui déjà naturellement forment des amas et en tombant sur les amas, si elles tombent suffisamment vite, il peut y avoir des chocs qui vont comprimer le gaz dans les galaxies et augmenter encore la formation d'étoiles. Donc ça, c'est le seul phénomène qui peut augmenter la formation d'étoiles dans les amas. Par contre, il y a d'autres phénomènes qui vont diminuer la formation d'étoiles dans les amas. D'abord, il y a le fait que les galaxies se déplacent dans ce gaz très chaud à 10 millions de degrés qui émet en rayons X, et par frottement, les galaxies peuvent perdre leur propre gaz. Alors, je ne parle pas du même gaz, donc le gaz qui baigne l'ensemble de l'amas, il est à 10 à 100 millions de degrés, alors que le gaz des galaxies, c'est de l'hydrogène neutre qui est froid, et c'est ce gaz-là qui va servir à former les étoiles dans les galaxies. Et donc, avec d'une part le mouvement dans le gaz intra-amas, c'est ce qu'on appelle en anglais le ram pressure stripping, il va y avoir diminution du taux de formation d'étoiles parce que les galaxies vont perdre du gaz, donc si elles n'ont plus de gaz pour former des étoiles, elles vont en former moins. Il y a une autre cause aussi, c'est que les galaxies à l'intérieur d'un amas vont passer l'une près de l'autre, elles vont pas forcément fusionner, mais il y a un phénomène qu'on appelle le harassment en anglais, le harcèlement, un mot à la mode. Les fusions et les interactions de marées, donc des galaxies, vont aussi arracher du gaz aux galaxies. C'est ce qu'on a vu dans plusieurs exemples. Ça a été découvert d'abord dans l'amas de la Vierge, où il y avait vraiment un manque d'hydrogène neutre dans les galaxies du centre de l'amas de la Vierge. Et puis ensuite, ça a été étendu à davantage d'amas. Donc il y a ce phénomène qu'on appelle en anglais starvation ou strangulation, donc des mots très violents, c'est-à-dire qu'en fait, il y a moins de gaz dans les galaxies et donc le taux de formation d'étoiles va diminuer. Alors, c'est ce qu'on a pu observer, en particulier dans un amas qui s'appelle Abel 85, sur lequel j'ai pas mal travaillé. Si vous regardez à gauche, vous avez une image en rayons X qui a été lissée. Et donc, pour la première fois, on avait détecté ici un filament en rayons X. Et puis, si vous regardez la même chose à droite, vous avez les contours en jaune qui sont les contours d'émission X. Et les galaxies de l'amas, donc ce sont les petits carrés
qui sont au redshift de l'amas, puisqu'il va falloir, bien sûr, quand on étudie les galaxies dans un amas, il faut arriver à se débarrasser des galaxies d'avant-plan et des galaxies d'arrière-plan, donc ce n'est pas toujours très simple. Et les galaxies indiquées avec des ronds bleus, en bleu, sont les galaxies qu'on a détectées avec l'arrêt H-alpha, donc l'arrêt de Balmer, qui indique que ces galaxies-là ont du gaz ionisé, cette fois-ci, donc du gaz à 15 000 degrés à peu près, qui émet dans les raies de Balmer. Et donc ceci indique que pour que ce gaz soit chauffé à 15 000 degrés, il faut qu'il y ait une source de chauffage. Et cette source de chauffage, ce sont forcément des étoiles chaudes. Donc ça veut dire qu'il y a de la formation d'étoiles dans ces galaxies. Et donc dans les galaxies indiquées ici en bleu, il y a davantage de formation d'étoiles. Et ça a été aussi observé dans deux filaments qui semblent relier un amas qui s'appelle Abell 1763, qui est bien connu, un amas qui s'appelle 1770, qui est au même redshift, donc c'est vraiment une paire d'amas, et je reviendrai tout à l'heure sur les propriétés des paires d'amas. Donc il y a effectivement des galaxies, les galaxies qui sont indiquées en noir ici, qui sont des galaxies à fort taux de formation d'étoiles. Donc il semble se former davantage d'étoiles dans les galaxies qui sont dans des filaments que dans des galaxies, que bien sûr à l'intérieur de l'amas, puisque à l'intérieur de l'amas et surtout dans les régions centrales, on a majoritairement des galaxies elliptiques où il ne se forme pas d'étoiles. Alors, évidemment, on a essayé de compléter ça et les comités d'attribution de temps de télescope ne nous ont jamais donné le temps nécessaire pour compléter. Ce n'est pas juste qu'on a oublié. Voilà, c'est la vie. Alors, dans les amas, il existe aussi, donc, comme l'a dit Françoise, des galaxies CD. Alors moi, je ne vais pas les appeler CD, je vais les appeler BCG, mais c'est la même chose. Donc en anglais, c'est Brightest Cluster Galaxies, donc la galaxie la plus brillante d'un amas. Parfois, il y en a deux, comme on l'a vu dans le cas de Coma. Et donc nous avons tout récemment fait un travail là-dessus, sur ces galaxies les plus brillantes d'amas, pour voir quelles étaient leurs propriétés physiques, pour essayer de chercher s'il y avait des variations de ces propriétés physiques avec le décalage spectral, donc avec le redshift, et puis aussi pour comparer la position du grand axe de la BCG, je vais l'appeler BCG parce que ça va plus vite, avec l'élongation à très très grande échelle, puisqu'il a été découvert déjà depuis les années 90 qu'il existait parfois une corrélation entre l'orientation dans le ciel de la galaxie la plus brillante d'un amas et l'orientation de l'amas tout entier. Ce qui peut s'expliquer par la formation, essentiellement on arrive à en rendre compte par des simulations. Et donc pour ça nous avons travaillé sur 38 BCG qui proviennent de deux relevés différents, et on est allé dans l'intervalle de redshift entre 0,2 et 0,9, donc on est allé le plus loin qu'on pouvait avec ces données-là, à partir d'images prises avec Hubble, donc pour avoir la meilleure résolution spatiale possible, et tous les amas sauf un ont été observés dans le même filtre, qui est un filtre loin dans le rouge. Vous voyez, ça veut dire que c'est 8140 angstroms de réponse maximale. Et l'idée, c'était donc d'analyser les propriétés les plus brillantes d'amas. Alors, je vous montre une petite simulation. Ici, vous voyez la taille, disons, du cube fait à peu près 6 mégaparsecs. On part d'un redshift de 10, et puis vous allez voir le redshift diminuer au fur et à mesure qu'il y a à la fois expansion et vous voyez que les galaxies vont commencer à interagir les unes avec les autres. Non seulement elles passent les unes près des autres, mais elles vont s'agglutiner, et plus elles sont massives, plus elles vont attirer des galaxies autour d'elles et plus elles vont en avaler. Donc on parlait de cannibalisme, là c'est le cas aussi. Et donc vous voyez que là on va arriver à z égale 0, et donc on va arriver à avoir un amas de galaxies ici avec des galaxies tout autour et deux très grosses galaxies qu'on voit maintenant zoomées.
et qui sont énormes parce qu'elles ont accrété un très grand nombre de galaxies. Donc, ce que nous avons fait, c'est en fait d'ajuster un modèle à chaque BCG avec un logiciel qui s'appelle Galfit, peu importe, en ajustant une ou deux, souvent deux, lois de Sersic. Donc la loi de Sersic, on en a aussi parlé tout à l'heure. Et donc ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le rayon effectif, RE, et l'indice de Sersic, N, de façon à caractériser le mieux possible la distribution de lumière dans ces BCG. Alors, l'image, on a aussi calculé des images résiduelles. Donc, typiquement, le résidu, c'est l'image moins le modèle. Donc, une fois qu'on a fait un modèle, on le soustrait et on regarde ce qui reste. Et normalement, dans l'image résiduelle, il ne devrait rien rester. Ensuite, on a calculé aussi des images qui s'appellent sharp divided, c'est-à-dire l'image divisée par l'image filtrée de façon à faire ressortir les détails à plus petite échelle. Et puis, on a mesuré l'angle de position du grand axe de la BCG. Ça, c'est relativement facile. Donc, on arrive à avoir des images de ce genre-là. Donc, ça, c'est l'exemple d'un amas qui est à un redshift de 0,55. Vous voyez l'image résiduelle, il ne reste rien, justement. Ça veut dire que l'ajustement par, là, ces deux lois de Sersic est très bon. Ces deux lois de Sersic, elles vont représenter, l'une va représenter la composante interne et l'autre la composante externe, qui est la composante qui nous intéresse, puisque c'est celle qui va être la plus étendue, de très loin la plus étendue, et qui va en gros caractériser la manière dont la BCG s'est formée, dont elle a accrété et continue probablement à accréter des galaxies. Et puis à droite, vous avez l'image sharp divided. Donc en fait, la BCG, elle couvre tout ça. Et puis vous voyez que comme ça, ça permet de bien visualiser les galaxies d'avant-plan, c'est-à-dire qu'on arrive très bien. Donc là, vous voyez ces deux-là, c'est celle-là et celle-là. Mais ce qui est là, c'est une galaxie d'avant-plan qu'on a dû soustraire, bien sûr, pour modéliser la BCG et qu'on ne voyait pas du tout sur l'image brute parce qu'elle se superposait à l'image de la BCG. Donc il faut faire ce genre de traitement un peu fastidieux, un peu long. Et ça, bien sûr, on ne pourra pas le faire avec des échantillons de 100 000 BCG, mais avec 38, on pouvait encore. Et c'est un pas en avant pour ensuite pouvoir en traiter un plus grand nombre. Et donc, ce qu'on trouve, c'est que pour 27 BCG sur 38, on a besoin d'avoir deux lois de Sersic, donc l'une pour la composante interne, l'autre pour la composante externe. On trouve des paramètres qui ont des valeurs assez divers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, si on trace le rayon effectif, donc le RE, en fonction du redshift, eh bien, pour la composante interne, ce sont les cercles verts qui sont là, il n'y a rien du tout. Par contre, pour la composante externe, il semble qu'il y aurait une corrélation entre le rayon effectif donc, de la composante externe qui semble augmenter de z égale 0,9, c'est-à-dire à droite, jusqu'à z égale 0. Alors, il y a des points ici qui ont des rayons effectifs énormes. Ça, c'est probablement dû à de la contamination par la lumière qu'on appelle ICL, intra-cluster light, c'est-à-dire les étoiles en fait, qui flottent sans être rattachées vraiment à une galaxie, qui créent de la lumière diffuse et qui font qu'on a beaucoup de mal à dire quand s'arrête la BCG et où commence la lumière, vraiment la lumière diffuse. Et donc ces objets-là, plus particulièrement, doivent être certainement contaminés par la lumière diffuse et on n'arrive pas bien à distinguer l'un de l'autre. Alors Kormendi, en 1977, a montré qu'il y avait une relation entre la brillance de surface effective, ici. Donc la brillance de surface, en fait, c'est une magnitude par seconde d'arc carré sur le ciel, et que la brillance de surface diminue lorsque le rayon augmente. Là, on est en échelle de magnitude, donc 16, c'est plus brillant que 30.
Donc la brillance de surface diminue et il y a Bai qui a étudié des BCG à différents redshifts, y compris le nôtre. Et si on rajoute nos données, qui sont les petites étoiles bleues, on voit qu'on suit aussi très bien la relation de Kormendy. Donc, Kormendy, bien sûr, il n'était pas allé jusqu'à z égale 0,9 en 1977, parce qu'en 1977, on n'avait absolument pas accès à des galaxies aussi lointaines. Mais finalement, cette loi est encore observée à ces redshifts-là, et on aimerait bien aller plus loin pour voir si ça continue. Alors, vous voyez que là c'est donc la brillance de surface en fonction du rayon effectif, et Bai est allé jusqu'à 0,9. Nous aussi, on aimerait bien aller jusqu'à des redshifts plus lointains pour voir s'il se passe quelque chose, si c'est toujours valable. Alors, on s'est posé donc la question de savoir si les BCG et si l'amas haute et même éventuellement la structure à plus grande échelle qui entoure l'amas étaient orientées de la même manière. Et donc, ajuster les isophotes extérieurs de la BCG, ça nous donne l'orientation directement sur le plan du ciel, ça c'est assez facile. Si on veut comparer avec l'orientation de l'amas à grande échelle, eh bien, comment va-t-on s'y prendre? On va d'abord sélectionner les galaxies de l'amas. Comme je vous l'ai dit, on a des galaxies d'avant-plan et des galaxies d'arrière-plan dont il faut essayer de se débarrasser. Et puis, une fois qu'on aura sélectionné, disons, des galaxies qui ont une forte probabilité d'être dans l'amas, à ce moment-là, on va calculer une carte de densité. Alors, pour sélectionner les galaxies qui sont dans l'amas, on va utiliser la relation couleur-magnitude, c'est-à-dire qu'on pense que les galaxies de l'amas se sont formées à peu près en même temps, en tout cas les elliptiques, par fusion de galaxies, et ça c'est une observation, on se rend compte que dans un diagramme couleur-magnitude, donc une couleur c'est simplement la différence de deux magnitudes dans deux filtres différents. Ici vous avez G-I en fonction de I, donc G c'est green, I c'est infrared, enfin c'est rouge disons, donc ici c'est vert moins rouge en fonction de rouge, et on voit très très bien ici qu'il y a une séquence, donc chaque point représente une galaxie. Et si on regarde maintenant, donc ça c'est dans le cas d'un amas proche, un autre amas proche qui est Coma, en allant cette fois-ci plus loin en magnitude, c'est-à-dire plus profond en magnitude, on continue à détecter la séquence rouge. Et ici, tous les points rouges sont des galaxies avec un redshift spectroscopique mesuré dans l'amas Coma. Donc ce sont des redshifts qui ont été mesurés avec le Very Large Telescope, parce que pour mesurer des spectres entre R égale 22 et RR égale 24, il faut un 8 mètres. Et là aussi, on confirme que la séquence rouge existe toujours. Et on a utilisé cette relation pour sélectionner les galaxies d'amas. Donc pour cet amas-là, par exemple, le MAX 0717, qui est celui sur lequel on est de nouveau en train de travailler, donc tous les petits points verts, ce sont toutes les galaxies du champ, enfin de la région observée. Les croix rouges, ce sont les galaxies qui sont au redshift de l'amas. Et donc ici, vous avez la séquence rouge avec une forte concentration. Alors bien sûr, il y a des galaxies qui sont au redshift de l'amas, mais qui sont en dessous parce qu'elles sont bleues. Parce que dans un amas, il y a quand même aussi des spirales. Et ces spirales, évidemment, elles ne vont pas être dans la séquence rouge, elles ne vont pas être dans la séquence des galaxies elliptiques, elles vont être en dessous. Mais donc, on va sélectionner ce qui est en turquoise ici, c'est-à-dire les galaxies majoritairement de la séquence rouge. Et comme ça, on aura très peu de contamination par le fond. Et puis, on va calculer la distribution, la densité des galaxies, donc toujours pour cet amas-là, qui est à 0,55. Donc le cercle blanc, il a un rayon de 1 mégaparsec, vous voyez. Donc 1 mégaparsec, c'est typiquement la taille d'un amas en rayon, donc ça fait 2 mégaparsecs de diamètre. Et puis si vous regardez l'extension des ellipses jaunes, qui sont juste là pour guider l'œil, eh bien la dimension de la première ellipse, elle fait 6 mégaparsecs sur 1,8 ici, et la deuxième, elle fait 3,2 mégaparsecs sur 2,1. Donc ça veut dire qu'on a au total quelque chose qui fait presque 10 mégaparsecs de long. Donc on a détecté ici un filament.
Alors, on n'est pas les premiers. Ce filament avait déjà été détecté grâce à l'effet de lentille faible aussi, dont vous avez entendu parler tout à l'heure. On l'a aussi confirmé avec l'effet de lentille faible, mais pas seulement bien sûr pour cet amas-là, mais pour un échantillon d'une trentaine. Donc ce sont les contours ici en bleu qui sont des contours d'émission, enfin de densité des galaxies estimées grâce à l'effet de lentille faible, donc de galaxies d'amas, disons de matière dans l'amas plutôt que de galaxies, puisque c'est toute la masse de l'amas et pas seulement les galaxies qu'on détecte grâce à l'effet de lentille faible. Et puis les contours qui sont en vert, alors là on ne voit pas très bien la différence entre le turquoise et le vert, mais peut-être que vous avez de meilleurs yeux que moi. Moi, on se moque toujours de moi parce que je ne suis pas capable de distinguer le turquoise, le vert, le bleu, tout ça, ça se ressemble. Les contours verts ici sont des contours exactement de la carte de densité que je vous ai montrée tout à l'heure. Et donc, ce qu'on voit surtout, c'est que la distribution de matière dans l'amas, déduite des lentilles faibles et déduite de la carte de densité, est très semblable. Et avec l'effet de lentille faible, l'avantage, c'est qu'on peut calculer la masse. Donc, on a pu calculer la masse de l'amas ici en particulier. Et c'est un amas massif, donc, qui est, je ne sais plus sa masse exactement, mais enfin, c'est plusieurs fois 10 puissance 14 masse solaire. Donc, c'est un amas massif. Il y en a un autre qui n'était pas connu cette fois-ci pour avoir un filament. Donc, ici, vous avez un amas compliqué. Il est à peu près au même redshift d'ailleurs. Cette ellipse totale, elle fait 8,6 par 4 mégaparsecs, donc vous avez une structure très longue. J'ai oublié de dire que dans ces cartes de densité, les contours verts commencent à 3 sigma, donc a priori ce sont vraiment des détections. On détecte ici aussi une source là qui semble être au même redshift. On n'a pas de redshift. Par contre, les points roses, ce sont toutes les galaxies pour lesquelles on a pu mesurer un spectre et qui sont au redshift de l'amas. Et donc, en fait, cet amas, il y a un amas qui est là, il y a probablement un autre amas ici, ils sont en train de fusionner, puis il y a encore probablement des groupes qui sont là. Et tout ça, c'est une structure très, très longue. Et donc, c'est un début de détection, disons, d'un filament autour d'un amas, puisqu'on arrive quand même à 8,6 mégaparsecs. Donc, c'est pratiquement aussi gros que pour MAX 0717. Donc, ça, c'est un autre MAX qui est MAX 1149. Alors, si on veut comparer l'orientation de la BCG, donc vous voyez ici, ici vous avez la BCG, c'est la Croix-Rouge. Ici, vous avez une galaxie d'avant-plan qu'on a soustraite quand on a ajusté la BCG pour avoir ses propriétés. Et donc, globalement, même si on ne regardait pas cette galaxie-là, on a une élongation comme ça. Typiquement, l'élongation, on la mesure par rapport à un axe nord-sud qui serait donc vertical, en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ici, on a un angle qui fait à peu près 56 degrés. Et si on regarde maintenant à très très grande échelle, ça c'est encore un amas à peu près au même redshift, ça s'est trouvé comme ça, ils ne sont pas du tout au même endroit, on trouve un angle d'environ 35. Donc ici, vous avez aussi, comme tout à l'heure, la carte de densité avec les contours à partir de 3 sigma. Les points roses, ce sont les points représentent les galaxies qui sont au redshift de l'amas. Et le tout petit carré bleu qui est là, au milieu, au centre de l'amas, eh bien ce petit carré bleu, il correspond à tout le champ qui est à gauche. Donc vous voyez, à 20 degrés près, on a à peu près la même orientation pour la BCG au centre de l'amas et pour l'amas. Alors, on a regardé ça pour tous les amas et toutes les BCG pour lesquels on pouvait effectivement mesurer un angle, parce que si la structure est trop ronde, on ne peut pas mesurer d'angle. Donc, sur les 38 objets, on en a finalement 19 pour lesquels on a vraiment mesuré des angles. Et pour 10 amas sur 19, je dirais seulement, il y a une concordance à plus ou moins 30 degrés. Donc, ce n'est pas du tout spectaculaire. Par contre, West, qui travaille là-dessus depuis pas mal de temps, a eu plus de chance que nous. Il a
pris un autre échantillon d'amas, entre 0,19 et 1,8 en redshift, donc il est allé beaucoup plus loin, là aussi avec des données HST, et il a monté, donc ici vous avez son histogramme, donc c'est le nombre d'objets où la différence angulaire entre le grand axe de la galaxie, PA c'est position angle, j'aurais dû le dire, entre le grand axe de la galaxie et l'axe à très grande échelle, est situé entre 0 et 10, entre 10 et 20, etc. Et donc vous voyez qu'il y a un très grand excès d'alignement. Disons, si on coupe à 20 degrés près, on a déjà nettement plus de la moitié des objets qui sont, où l'alignement est à 20 degrés près le même entre la BCG et l'amas à grande échelle. Et puis pour les objets à Z supérieur à 1,3, donc les objets vraiment lointains, là aussi ils trouvent un excès, ce qui est un peu surprenant parce que finalement, à Z supérieur à 1,3, les amas souvent ne sont pas vraiment encore très bien relaxés et on s'attendrait à ce que les angles ne se soient pas encore très bien alignés, mais voilà. Et il y a eu une autre étude aussi toute récente là, où là aussi ils trouvent un fort excès, ici c'est la même chose que dans la figure précédente, un très fort excès de systèmes où la BCG et l'amas à grande échelle ont une orientation d'accord à 20 degrés près. Donc voilà, nous on en détecte quand même nettement moins. Alors, vous avez entendu parler tout à l'heure d'étoiles dans les amas. Donc c'est ce qu'on appelle aussi souvent la lumière diffuse. Donc c'est de la lumière qui est émise par des étoiles qui ne sont pas rattachées à une galaxie. Et ici, c'est l'exemple tout fraîchement sorti de l'ordinateur d'Amael Elien il y a quelques jours pour MAX 0717 qu'on a déjà vu à grande échelle. Cette fois-ci, c'est dans une région tout à fait centrale de l'amas. Ce sont des images HST très très profondes qui proviennent d'un relevé qui s'appelle le Hubble Frontier Fields, où il y a vraiment des poses très profondes, où on arrive à... voyez, vous avez... ici, la magnitude par seconde d'arc carré, ça va jusqu'à 31, donc c'est vraiment des objets très faibles. Et ça, une fois que la BCG a été modélisée et soustraite et masquée, on arrive à détecter la lumière diffuse. Donc c'est la même région du ciel, mais dans 3 filtres différents. Et vous voyez, ici, on est dans le rouge... pas très rouge. Ici, on est dans le rouge déjà franchement très rouge. Et ici, on est carrément dans l'infrarouge à 1 micron. Et vous voyez que plus on va vers l'infrarouge et plus on a de lumière diffuse. Donc ça, c'est un travail en cours. Mais par contre, je vous parle de lumière diffuse parce que nous avons essayé de voir si dans les BCG, il y avait une relation entre la magnitude absolue de la composante externe de CERCIC et la magnitude absolue de la lumière diffuse, puisqu'on avait 10 amas en commun avec le travail qu'avait fait Loïc Guénou pour détecter la lumière diffuse, donc ICL, dans un échantillon d'amas du relevé d'Aftfada. Et vous voyez que pour la composante interne, il y a des points un peu partout, et pour la composante externe, il y a une corrélation significative. Donc ça pourrait nous dire que les phénomènes physiques qui sont à l'origine de la création de la lumière diffuse pourraient être liés à la formation des halos autour des BCG. Après, voilà, c'est une possibilité. C'est quand même contesté parce qu'il y a eu d'autres résultats qui semblaient dire que non. Mais, et puis, bon, la corrélation est significative, mais on n'a pas beaucoup de points. Et voilà, ça ne crève pas non plus les yeux. Donc, je dirais mathématiquement significative, mais on aurait besoin d'avoir là aussi beaucoup plus de points. Donc, ce qu'on a l'intention de faire, oh là là, je vois le temps qui passe, c'est d'observer un plus grand échantillon de BCG. Il y en a plus de 1000 dans le relevé CFHTLS, donc jusqu'à 0,7, donc il va y avoir vraiment du travail. Et puis d'en analyser aussi à des redshifts plus grands et de rechercher des raies d'émission dans les filaments et dans les extensions autour des amas. Par exemple, nous avons eu du temps sur le CFHT avec un instrument qui s'appelle CITEL, qui détecte les galaxies à raies d'émission.
Et donc, vous voyez, ça, c'est l'amas qu'on a vu tout à l'heure, CL0016. On le retrouve ici sous forme de contour. On a déjà des données pour la zone 1, mais comme la zone 1, c'est la zone de référence qui correspond au noyau de l'amas, au centre de l'amas, bien sûr, là, il n'y a pas beaucoup de galaxies à raie d'émission. Donc, on en a détecté 2, ce qui prouve que c'est faisable. Il n'avait jamais observé d'objets aussi lointains avec CITEL, donc c'était bon signe. Maintenant, on a de nouveau 16 heures d'observation ce semestre pour essayer de compléter 3 autres zones, et même probablement une 4e par ici. Mais il fait très mauvais temps depuis 1 an ou 2 à Hawaï, et c'est une vraie catastrophe, parce que même quand on arrive à avoir du temps et à être classé priorité A, on n'est pas sûr d'avoir des données. Bon, c'est la vie. Alors, les fonctions de luminosité, je vais passer vite puisque vous avez déjà vu. Alors, je vous montre simplement l'expression en fonction de la magnitude absolue. On va la revoir ici. Hein. Donc, ce qui nous intéresse essentiellement, c'est la pente ici aux faibles magnitudes, hein, puisque là, vous avez la magnitude absolue, moins 21, ce sont des galaxies brillantes. Ça peut aller jusqu'à vers moins 24, et puis par contre, moins 16, ce sont des galaxies déjà relativement faibles. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la pente ici, donc c'est en fait ce facteur alpha, cet indice alpha, parce que c'est ce qui va nous indiquer l'importance de la population en galaxies naines. Et les galaxies naines, ce sont les plus abondantes dans les amas. Alors, on a étudié les fonctions de luminosité dans les amas, et on a ajusté en général par une loi donc de Schechter, qui est la même que celle que vous avez vue tout à l'heure en luminosité, sauf que là, elle est exprimée en magnitude absolue. Et puis, parfois, on s'est rendu compte qu'il y avait un excès du côté des galaxies brillantes et qu'on était obligé de rajouter. Alors, on a rajouté une gaussienne parce que mathématiquement, c'est pratique. Ça n'a aucune raison physique d'être une gaussienne. C'est juste parce que ça nous permet d'avoir une estimation des paramètres et de voir un peu combien il y en a. Mais voilà, c'est tout. Alors, ce qui a été observé déjà depuis pas mal d'années, c'est que la pente de la fonction de luminosité, donc FDL, c'est la fonction de luminosité, alors je m'excuse pour tous ces acronymes, j'essaye quand même de les dire en entier quand je parle. La pente, donc cette pente alpha qu'on retrouve là, semble dépendre de l'environnement. Elle est plus plate au centre des amas et elle est plus pentue dans les zones extérieures, et donc ça se comprend puisque au centre des amas, il y a moins de galaxies naines parce que les galaxies naines sont davantage accrétées par les grosses galaxies, et donc il y en a moins. Alors, donc les fonctions de luminosité représentées cette fois-ci en fonction de la magnitude absolue, donc elles sont inversées par rapport à ce que vous avez vu en luminosité, hein, puisque la magnitude absolue, c'est moins 2,5 fois la luminosité, donc ça varie en sens inverse. Donc vous avez les galaxies brillantes ici, les galaxies faibles là, et il y a eu toute une étude que nous avons faite, qui a fait partie de la thèse de Nicolas Martinet, qui a séparé les galaxies bleues et les galaxies rouges de l'amas, et qui a étudié leur fonction de luminosité. Et donc on s'aperçoit que la pente aux faibles magnitudes n'est pas la même pour les galaxies rouges et pour les galaxies bleues. Il a aussi montré que la pente n'est pas la même pour les amas proches. Ici, il y a un échantillon de 13 amas à un redshift moyen de 0,5, et pour des amas plus lointains, à un redshift moyen de 0,84. Mais il n'y a que 4 amas, donc c'était un début. Hein. Mais en tout cas, il trouvait des valeurs de alpha, vous voyez ici, moins 0,66, ici 0,15, donc c'était des valeurs extrêmement différentes. Et ça a été... l'échantillon a été augmenté énormément par Florian Saron, qui a passé sa thèse au mois de septembre, et qui a étudié, qui a d'abord amélioré énormément notre algorithme de détection d'amas dans des grands relevés d'imagerie à plusieurs bandes, et qui a détecté plus que ça, mais disons 1371 amas vraiment à 5 sigma, donc on est vraiment sûr que ce sont des amas, dans le grand relevé CFHTLS.
et qui a étudié la variation des fonctions de luminosité des galaxies bleues et des galaxies rouges, cette fois-ci pour 3 intervalles de masse totale de l'amas et pour 3 tranches de redshift. Et donc, il y a eu un certain nombre de résultats qui ont été montrés. J'insisterai surtout sur le fait qu'il y a une diminution du nombre de galaxies bleues brillantes entre 0,7 et 0,1. Il y a une évolution en redshift qui est plus prononcée dans les amas massifs. Et par contre, la pente alpha ne varie quasiment pas avec la masse de l'amas. Donc une des conséquences, mais bon là je n'ai pas le temps d'en parler beaucoup, c'est que la séquence rouge, cette fameuse séquence rouge qui nous a permis d'extraire les galaxies qui ont une forte probabilité d'être dans l'amas, cette séquence rouge se forme avant z égale 0,7, donc à un redshift plus grand. Elle continue à être enrichie par transformation de galaxies bleues en galaxies rouges. Donc c'est ce qu'on appelle le quenching, c'est-à-dire le tarissement de la formation d'étoiles. Et donc une galaxie bleue qui ne forme plus d'étoiles devient une galaxie rouge. Alors, rapidement, les fusions d'amas ont un effet sur les galaxies. Donc l'effet sur la formation d'étoiles, j'en ai déjà parlé. Des effets sur les fonctions de luminosité, c'est-à-dire qu'on va voir qu'il y a un excès de galaxies brillantes dans les fonctions de luminosité des amas en interaction. Les fusions d'amas créent aussi de l'émission radio dans les zones externes des amas, et puis elles ont aussi un effet sur le gaz chaud interamas, à la fois en supprimant la région froide qui est souvent observée au centre des amas, alors froide entre guillemets, c'est-à-dire que le gaz chaud qui émet en rayons X, il va peut-être être à 10 millions ou 15 millions de degrés au centre des amas, et puis il sera à 70 millions de degrés un peu plus loin. Donc froide, tout est relatif. Et puis il y a aussi des perturbations dans les distributions de température et de métallicité. Alors ça, c'est un amas aussi que j'aime bien, parce qu'il présente toutes les propriétés à la fois. Si vous regardez les contours bleus, c'est l'émission radio. On va voir une image radio tout à l'heure qui sera plus belle. Les contours rouges, c'est l'émission X. Et puis vous avez marqué ici BCG et BCG2, parce qu'en fait, c'est un amas avec 2 galaxies très brillantes. Et ce qu'on pense, c'est qu'en fait, il y a un petit amas ici qui est arrivé par là et qui a fusionné avec le grand amas. Alors pas dans le plan du ciel, hein, c'est pour ça que en fait, les sources radio qu'on voit de part et d'autre ne sont pas symétriques, parce qu'en fait le petit amas n'est pas venu comme ça, il est venu, je ne sais plus si c'est par devant ou par derrière, mais donc il y a des effets géométriques. Et donc la fusion, si on regarde l'effet de la fusion sur les fonctions de luminosité, eh bien ici vous avez la fonction de luminosité de tout l'amas, donc le grand cercle, la fonction de luminosité autour de la première BCG. Vous voyez ici, il y a un point qui est vraiment très au-dessus pour les galaxies brillantes, et autour de BCG2, il y a 2 voire 3 points, au moins 2 points qui sont nettement au-dessus. Donc on a un excès de galaxies brillantes, et c'est clairement un amas en train de fusionner. Alors, on a montré la même chose pour des paires d'amas. Ici, vous avez Abell 222, qui est un amas particulièrement calme, et qui fusionne avec Abell 223. Et Abell 223, par contre, semble avoir déjà lui-même fusionné avec un autre amas, et on détecte un excès de galaxies brillantes. C'est la même chose dans la paire d'amas Abell 1758 nord et sud. Donc on voit là aussi un excès, au moins dans certaines des fonctions de luminosité, un excès de galaxies très brillantes. Et ça semble lié vraiment au fait que les amas sont en interaction. Donc ça, c'est la belle image d'Abell 3376 avec cette fois-ci l'image X et les contours radio qui sont en jaune. Et donc, en fait, ces contours radio, eh bien, c'est de l'émission radio qui est de l'émission synchrotron, c'est-à-dire que vous avez, dans les régions où il y a de la radio, il y a forcément un champ magnétique, et les électrons
ont été accélérés par le phénomène de fusion des deux amas, et les électrons accélérés vont spiraler dans les champs magnétiques et émettre des photons radio, et c'est comme ça qu'il y a de l'émission radio. Alors il y a d'autres objets qui sont connus aussi pour présenter une émission radio. Il y a l'amas dit de la brosse à dents, c'est pas très poétique, mais c'est bon, voilà, il l'appelle comme ça. Où il y a ici, vous voyez, l'amas est là, donc vous avez l'image en X avec le bleu, le rouge, le jaune. Donc on voit très bien qu'il y a deux noyaux X, donc il y a un petit amas qui a traversé le gros amas, et vous voyez ici une énorme zone d'émission radio. Donc la géométrie n'est pas la même, mais le phénomène physique est le même que dans Abel 3376. Il y a l'amas de la saucisse, de moins en moins poétique. Voilà, donc il est effectivement, cette fois-ci c'est une image radio, je n'ai pas l'image en X, mais là aussi on a un amas ici, et puis une très très forte émission radio à la périphérie de l'amas. Donc l'interprétation de tout ça, c'est que la fusion de deux amas va créer des ondes de choc qui vont accélérer les électrons, et puis les électrons vont créer du rayonnement synchrotron radio, et donc on observe ce qu'on appelle des reliques radio, c'est-à-dire en fait de l'émission radio qui n'est pas liée à des galaxies, mais qui est simplement qui indique la présence d'électrons et d'un champ magnétique. Alors, sur le gaz émetteur X maintenant, eh bien, les fusions d'amas vont aussi avoir un effet. Donc nous avons actuellement beaucoup de chance puisqu'on a 3 télescopes qui fonctionnent depuis presque 20 ans, enfin au moins depuis la fin 99, XMM et Chandra, dont vous avez déjà entendu parler, et puis Suzaku, qui est le télescope japonais, qui ont des propriétés très très complémentaires. L'un est très sensible, l'autre a une très bonne résolution spatiale, c'est Chandra, et le troisième, Suzaku, a une très bonne résolution en énergie, donc fait de très beaux spectres. Et en fait, on se rend compte, si on regarde d'abord la carte d'émissivité d'un amas, ici c'est, il y a son nom, Abel 496, eh bien, on a l'impression que c'est un amas bien sous tout rapport, parfaitement relaxé, rien à dire. On peut construire des cartes de température et de métallicité du gaz émetteur X en divisant, parce qu'en fait, ces données-là, c'est un cube de données, c'est-à-dire que le satellite en rayons X va enregistrer l'arrivée de chaque photon, va enregistrer le moment auquel le photon est arrivé, la position, la direction dans le ciel d'où provient le photon et son énergie. Et à partir de tout ça, on peut reconstituer une image. Donc cette image-là, vous voyez, on a sommé entre 0,4 et 8 keV, donc sur tout le domaine d'énergie de sensibilité du satellite. Et donc ça, c'est fait à partir d'XMM. Et on peut faire comme ça une carte de température, une carte de métallicité. On se rend compte que même pour cet amas qui avait l'air parfaitement lisse et relaxé, eh bien, il y a des inhomogénéités qui font qu'il a dû quand même y avoir des fusions. Et alors pour les amas dont on voit clairement qu'ils sont en fusion, comme notre ami 3376, eh bien, vous voyez que la carte de température est complètement en désordre, la carte de métallicité aussi. Et donc on peut comparer les cartes d'émissivité et les cartes de température avec des simulations et arriver à partir de là à voir quelle est la simulation qui rend le mieux possible compte de ce qu'on observe et qui en particulier en déduire les propriétés de ce qui s'est passé au niveau de la fusion, c'est-à-dire le nombre de Mach du petit amas qui a traversé le gros amas, qui peut être de plusieurs unités, et puis aussi l'âge de la fusion, c'est-à-dire est-ce que la fusion s'est produite il y a 1 milliard d'années, 2, 3 milliards d'années. Et donc c'est ce qu'on voit dans les paires d'amas, effectivement. Cet amas-là, il avait justement un excès de galaxies brillantes dans la fonction de luminosité des galaxies. Eh bien, il a une carte de température, là aussi, tout à fait anormale. Et puis, c'est le cas aussi pour l'autre paire d'amas, où la carte de température, vous voyez, n'est pas du tout normale. Au centre, ça devrait être plus froid et ensuite, ça devrait être symétrique.
ça ne l'est pas du tout. Donc ça veut dire que déjà il y a un petit amas ou un groupe, ou un gros groupe, qui a traversé l'amas ici et qui a chauffé cette partie-là, où il est venu comme ça, mais la carte de métallicité semble indiquer qu'il y a même eu probablement 2 fusions. Et donc dans les régions où le petit amas est passé, le gaz des galaxies a été comprimé, donc les galaxies ont formé davantage d'étoiles. Les plus massifs de ces étoiles ont explosé en supernova, ont rejeté des éléments lourds. Tout ce qu'on appelle éléments lourds, c'est tout ce qui est plus lourd que l'hydrogène et l'hélium. Et ces éléments lourds, on les retrouve ici dans la carte de métallicité. Et donc c'est ce que nous venons de faire pour 53 amas. On a calculé les cartes de température, pression, entropie et métallicité pour 53 amas. Et on va maintenant comparer avec des simulations numériques. Alors ce qui est intéressant, c'est que parfois on trouve dans la littérature des simulations numériques qui n'ont pas du tout été faites pour interpréter nos amas et qui nous permettent de les interpréter. C'est le cas ici pour des simulations qui ont été faites en 2004, où il y a un petit amas ici à z égale 0,13 qui va rentrer dans le gros amas. Donc à 0,09, vous voyez, les amas sont en contact, et à z égale 0, le petit amas a été avalé. Donc la carte d'émissivité, vous voyez, elle est là. En gros, vous avez une région un peu distordue au centre, et puis on ne voit finalement pas tellement qu'il s'est passé quelque chose. Mais si vous regardez maintenant les 3 figures du bas, qui représentent la température du gaz, eh bien, donc là, ce sont des simulations hydrodynamiques, bien sûr, où le gaz intervient. On se rend compte que le gaz devient plus chaud et encore plus chaud, et qu'il y a une sorte d'arc ici de régions plus chaudes encore. Et ça, c'est exactement ce que nous avions observé dans Abel 85. Il y a des régions plus chaudes ici qui sont en rouge, et on ne comprenait pas du tout cet arc de régions plus chaudes. Et en fait, probablement, il y a eu au moins une fusion par ici qui a créé cet arc de régions chaudes. Et puis, il y a actuellement ce filament en rayons X que je vous ai montré tout à l'heure, qui semble constitué de groupes qui sont en train de tomber sur l'amas. Et là où ils rejoignent l'amas, ce qu'on a appelé la zone d'impact, eh bien là aussi, le gaz est plus chaud. Alors, on a déjà vu des figures plus récentes. Ça, c'est la toute première figure de l'amas du Boulet, qui a été donc découvert par Chloe. Vous avez l'image en rayons X. On voit très bien qu'il y a un petit amas ici qui a traversé le grand, et puis on voit très clairement le front de choc ici de l'amas, qui est parfaitement net, alors que les contours verts sont les contours de distribution de masse totale des 2 amas. Donc le petit amas qui a traversé et le gros amas qui a été traversé. Et donc par effet de lentille faible, Doug Chloe a calculé la distribution de masse des 2 amas, et vous voyez que en fait, l'essentiel de la matière, c'est-à-dire la matière noire, comme il n'y a pas de collision, c'est de la matière qui n'est pas collisionnelle, et bien la matière noire est en avance, et le gaz, lui, comme il y a des frottements, il est freiné et il suit derrière. Donc il est derrière, et c'est la première fois que ça a été mis en évidence en 2004, et puis maintenant ça a été fait de beaucoup de manières. Et comme il me reste 1 minute, je crois, je vais vous parler en 1 minute des amas dans la toile cosmique. En fait, l'idée, c'est d'essayer de détecter des filaments de galaxies autour des amas. Ça, c'est un premier exemple où on a juste pris des galaxies qui avaient des redshifts mesurés dans le relevé 6DF, et toutes celles qui sont en violet sont au même redshift, et notre amas est là. Donc on arrive très très bien à tracer le filament, vous voyez, sur des grandes distances. Bon, c'est un amas qui est proche. Et il y a actuellement un travail qui est en cours. C'est la suite de la thèse de Florian Saron, et qui est en train de continuer à travailler là-dessus, pour détecter dans le Canada, France, Hawaï, Legacy Survey, là aussi, détecter des filaments de galaxies et essayer de compter les filaments qui arrivent sur un amas, puisqu'il a détecté 1371 amas. Eh bien, autour de ces amas-là, il est en train de mesurer ce qu'il a appelé la connectivité. Et par exemple, cet amas-là a une connectivité de, alors je ne sais pas s'il dirait 3 ou 4, mais en tout cas, on voit qu'il y a plusieurs filaments qui arrivent sur cet amas. Et donc là, vous en entendrez certainement parler par Sandrine Codis. L'orientation des galaxies
de type précoce, donc les elliptiques essentiellement, et de type tardif, donc les spirales, donc les elliptiques en rouge et les spirales en bleu comme d'habitude, n'est pas la même par rapport au filament qui les contient. Ça, c'est ce qui a été trouvé dans les simulations numériques et c'est ce qui commence à être détecté sur, je dirais en vrai, sur des images. Donc, vous voyez, ici, c'est un article là aussi très récent où ils ont tracé les filaments à partir de mesures de redshift de galaxies et il semble montrer que l'orientation des galaxies effectivement n'est pas la même pour les spirales et pour les elliptiques et c'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire sur MAX 0717. Et puis, voilà, en conclusion, je dirais que les propriétés des galaxies dépendent fortement de leur environnement. J'espère vous en avoir convaincu. Les fusions d'amas ont vraiment un effet très important aussi bien sur les galaxies que sur le gaz. Et le nombre d'amas connus, alors amas ou proto-amas, là on n'est pas tous d'accord, AZ supérieur à 2 augmente de jour en jour. Donc je suis désolée de marcher sur les plates-bandes de Françoise Combe, mais moi j'en ai trouvé un à 2,5 et qui a été, où il y a une dizaine de galaxies à redshift 2,5 mesurées par spectroscopie qui semble indiquer la présence d'un amas. Donc on détecte des amas maintenant de plus en plus loin. Donc, dans notre petite équipe, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Je vous en ai déjà un peu parlé. On va étudier donc d'abord dans un premier temps MAX 0717, à la fois la lumière diffuse, la fonction de luminosité dans les filaments, des galaxies dans les filaments, ça n'a pas été fait, et l'orientation des galaxies dans les filaments, les BCG à grand Z, et puis en plus grand nombre, et puis aussi l'étude de la lumière diffuse dans les amas du relevé Unions. Ça, c'est donc le travail de thèse d'Amael Elien. Et puis, on a aussi, alors, de manière générale, ce que tout le monde s'attache à faire, c'est de découvrir et d'analyser des amas plus lointains, d'une part, et d'autre part, des très grands échantillons d'amas. Alors, il va y avoir Euclide, effectivement. Le lancement en 2020, on y croit ou on n'y croit pas, mais en tout cas, ça sera bientôt. Et avec des tests sur l'énergie noire, la matière noire, mais aussi environ 100 000 amas qui devraient être détectés. Donc c'est quelque chose de très important. Et puis, à un horizon plus lointain, en 2028, il y aura le lancement d'Athéna en rayons X. Voilà, je vous remercie.